Dans cet exercice, je cherche à calculer le champ créé par un plan uniformément chargé positivement et infini. Et vu qu'il s'agit d'un plan infini, donc très très grand, je peux présenter ce plan comme je le souhaite. Et par exemple, le plus simple, c'est de présenter ce plan sous forme d'un disque dont le rayon tend vers l'infini. Et la densité de charge surfacique égale A plus sigma. Donc notre plan est chargé positivement. Et en première question, donc premièrement, on va retrouver le champ créé par ce plan en appliquant la méthode directe, par l'intégration directe. Donc, avant d'attaquer les calculs, on fait toujours quelques études préliminaires. Première étape, très important, vu qu'on cherche le champ en tous les points de l'espace, nous pouvons diviser cet espace en deux parties, diviser par le plan, ce plan chargé uniformément et ce plan infini. Donc pour z positif et pour z négatif. Donc on va considérer d'abord z positif. Et ensuite, donc l'étape suivante, on note un point M quelconque qui se trouve à certaines distances z par rapport à ce plan. Vu que ce plan est infini, nous pouvons imaginer que ce plan z est le plan de symétrie, vu que le plan est infini, donc R tend vers l'infini. Et maintenant, on applique le principe de l'analyse de symétrie et l'analyse de l'invariance. Donc, l'analyse de symétrie va permettre d'identifier dès le départ la direction du champ résultant. Alors, donc, vu que ce plan est infini, nous pouvons retrouver les deux plans de symétrie de la distribution des charges qui contient le point M. Donc, premier plan, c'est le plan de ma feuille. D'accord? Donc, je vais couper ce disque par le plan, donc en deux parties, par le plan de ma feuille. Ça, c'est première. Ensuite, donc, je peux couper ce disque par un autre plan, donc qui contient également ce plan M, donc par ce plan-là, par exemple, X, O, Z. L'intersection de ces deux plans, comme ça et comme ça, va me donner une droite, donc une droite d'intersection, qui va définir la direction du champ résultant. Donc le champ résultant va se retrouver sur l'axe Z. Donc le champ résultant aura qu'une seule composante en Z. Et vu que ce plan est chargé positivement, le champ résultant sera sortant. Donc le champ résultant, une seule composante est sortant. Donc, je n'ai pas introduit le repère, je vais introduire le repère et je vais adapter ce repère à la géométrie de mon plan. Donc le plan, je considère comme un disque, donc je vais utiliser le système de coordonnées cylindriques R, θ et Z. Donc dans ce cas, E dans le système de coordonnées cylindriques base locale aura qu'une seule composante en EZ, suite à cette analyse de symétrie, fois la norme de E, donc qui, dans le cas général, va dépendre de θ, R et Z. Donc, maintenant, l'analyse de l'invariance. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'invariance? Ce que je sais, c'est que vu la géométrie, c'est que je peux faire tourner ce plan autour de cet axe de symétrie, vu que R tend vers l'infini, et vu que ce plan est chargé de façon uniforme, je vais toujours observer la même distribution des charges. Donc quand je fais tourner ce disque autour de cet axe, la distribution de charges ne varie pas. C'est-à-dire que la distribution des charges ne dépend pas de θ. Et ça veut dire que le champ résultant ne va pas dépendre de θ non plus.
Maintenant, deuxième chose que je peux dire, c'est que vu que ce plan est infini, donc R tend vers l'infini, comme le centre de symétrie, où passe l'axe de symétrie, je peux prendre n'importe quel point. Donc, c'est-à-dire que, quel que soit R ici, vu que c'est infini, j'aurai la même distribution des charges. Donc, ce champ ne va pas dépendre de R non plus. Et maintenant, par rapport à Z, donc ici, c'est difficile à dire. Donc, il n'y a pas ni l'invariance par rapport à la translation, ni l'invariance par rapport à la rotation. Donc, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, je vais laisser tel quel. C'est que le champ résultant aura le sens et la direction de EZ et la norme pourrait dépendre de Z. Alors, une fois cette étude préliminaire est faite, maintenant je peux découper cette plan chargé uniformément et infini par les surfaces élémentaires qui portent une charge élémentaire. Vu la géométrie, le plus simple, c'est de découper un anneau de certains rayons R. Donc ici, le petit rayon R. Et la surface de cet anneau, ça sera 2πr dr. Donc la petite ds, donc ça c'est ma surface élémentaire, ça sera 2πr dr. Et la quantité de charge élémentaire, donc ça sera sigma fois 2πr dr. Dans ce cas, je peux présenter le champ élémentaire créé par cet anneau. Par exemple, je prends ce segment et je présente le champ créé par cet anneau au point M. Je vais dire que c'est DE, certains champs élémentaires. Et ce qui compte pour le résultat final, c'est la composante en Z. Je m'intéresse uniquement en composante en Z. En effet, pour cet anneau, je peux toujours retrouver une charge symétrique qui va compenser cette composante en R. Donc, ce qui compte pour le résultat final, c'est la composante en Z. Donc, il faut que je calcule une composante en Z uniquement. Donc, pour cela, je vais projeter ce vecteur DE sur l'axe Z. Donc, DE, ça sera, je fais la projection sur l'axe Z. Donc, le sens et la direction, ce sera EZ. DE, cosinus alpha. Donc, ici, j'ai la distance, donc R, l'angle droit, Z. Et ici, je vais marquer certains D. Donc, dans ce cas, cosinus alpha, ça sera Z divisé par D. Donc, ça sera Z divisé par racine R au carré plus Z au carré. Donc, ici, c'est bien R au carré. Maintenant, la norme de ce champ élémentaire, proportionnelle à la constante K égale 1 sur 4π epsilon 0, proportionnée à la quantité de charge élémentaire, donc sigma 2πr dr, et inversement proportionnelle au carré de la distance, donc d au carré. Ce sera K sigma 2πr dr, r au carré plus z au carré. Donc, je vais mettre ensemble, ça sera DEZ, ça sera EZ, DE, donc K sigma 2 pi R dr, divisé par R au carré plus Z au carré. Maintenant, fois cosinus, donc fois Z, divisé par la racine, donc j'obtiens 3 demi.
Et j'attire votre attention, c'est qu'au final, je pense que je vais obtenir la norme qui va dépendre de z. Donc, une conditionnelle. Donc, peut-être je vais obtenir quelque chose en fonction de z. Donc, dans ce cas, je vais considérer z comme une constante, c'est-à-dire qu'à la fin, je vais retrouver une fonction de z. Donc, il ne faut pas que j'intègre en fonction de z, je vais intégrer uniquement en fonction de r. Parce que la distribution des charges ici va dépendre uniquement de R. Donc, égal, ou je vais calculer tout de suite EZ. Donc, ça sera EZ. À la place de cette constante K, je vais mettre 1 sur 4pi epsilon 0, sigma, donc pi, z, et je vais garder 2R dr. 2R dr divisé par R au carré plus Z au carré, puissance 3 demi. Et mon R, vu qu'il s'agit du plan infini, varie de 0 à l'infini. Et maintenant, je regarde cette intégrale. Alors, j'ai une fonction R au carré plus Z au carré, et dans le numérateur, j'ai 2R dr. La première question que je me pose, c'est que est-ce que je peux former une différentielle totale exacte? Donc 2R dr, qu'est-ce qu'il faut que je dérive pour obtenir 2R dr? En fait, c'est 2R au carré. Et je peux toujours rajouter sous la différentielle une certaine constante. Par exemple, cette constante, ça pourrait être Z au carré. Maintenant, vu que z c'est une constante, quand je dérive, j'aurai 2r dr et la différentielle d'une constante, ça va me donner 0. Donc, je vais réécrire, pi et pi, je simplifie. Donc, j'aurai EZ, sigma z divisé par 4 epsilon 0, l'intégrale de 0 à l'infini, dr au carré plus z au carré, divisé par R au carré plus Z au carré, puissance 3 demi. Donc maintenant, ma variable, c'est R au carré plus Z au carré. Donc un petit rappel de cours, c'est comme nous avons des x, x puissance n. Donc la primitive de cette intégrale, ce sera 1 sur n plus 1, x, n plus 1. Dans mon cas, comme n, j'ai moins 3 demi, donc moins 3 demi. N plus 1, dans ce cas, ça sera moins 1 demi. Et 1 sur n plus 1, ça sera moins 2. Donc EZ, ça sera EZ petite, delta Z divisé par 4 epsilon 0. Donc moins 2. 1 sur racine R au carré plus Z au carré. Et il faut que j'applique les bornes de 0 vers l'infini. Donc, égal. Donc, EZ moins 2 et 4, je simplifie. Sigma Z divisé par 2 epsilon 0. Ici, j'applique R tend vers l'infini, donc 0, moins R égale à 0, donc ça sera 1 sur Z. Donc, moins et moins se simplifient, Z et Z se simplifient, et au final, j'obtiens EZ, sigma divisé par 2, epsilon 0. Donc, un résultat très curieux que j'ai trouvé, c'est que le champ est constant. Donc, ce champ égale à sigma divisé par 2 epsilon 0. Quel que soit l'endroit de ce disque, quelle que soit la hauteur, le champ reste constant. Par exemple, je suis à 2 mm près de ce plan infini chargé uniformément, ou je suis à 2 mètres plus loin, le champ reste constant. Et le champ a le sens et la direction perpendiculaires à ce plan. Donc tout de suite,
En appliquant le principe de la symétrie, donc je peux retrouver le champ au point M symétrique par rapport à ce plan chargé. En effet, ce plan chargé est le plan de symétrie par rapport à la distribution des charges. C'est comme j'ai coupé ce plan en deux, donc en deux disques très fines. Et c'est comme je regarde dans le miroir. Donc le champ ici a uniquement la composante en Z. Donc je regarde un miroir. Le champ aura la même norme, mais le sens opposé. Donc tout de suite, donc ça c'est le champ pour Z positif. Je peux écrire le champ pour Z négatif. Donc exactement la même norme, mais le sens opposé. Donc le champ est sortant ici parce que le disque est chargé positivement. Donc ça sera moins EZ sigma divisé par 2 epsilon 0. Donc EZ opposé. Donc le plan de symétrie par rapport à la distribution des charges, c'est comme un miroir. Donc j'ai un point M, je regarde dans le miroir et je vois le champ dans ce miroir. Donc le champ par rapport à la symétrie de la distribution des charges. Donc je vais voir le champ opposé, ce qui est logique parce que ce disque est chargé de façon uniforme, donc le champ est sortant. Par contre, la norme reste la même. Maintenant, je vais présenter ce champ. Donc il y a la discontinuité pour z égale à 0. Donc d'un côté z positif, le champ est positif, donc 2 epsilon 0. Et de côté négatif, le champ est négatif, de moins sigma de epsilon 0. Donc le champ reste constant, quel que soit z. Maintenant, je vais calculer le potentiel. Donc si je connais le champ est électrostatique. Le champ électrostatique est le champ à la circulation conservative, c'est-à-dire que le champ dérive le potentiel. Et si je connais le champ électrostatique, tout de suite, je peux retrouver le potentiel en appliquant la formule moins E d O M. Donc pour les calculs, j'ai utilisé le système de coordonnées cylindriques. Et dans ce système de coordonnées cylindriques, j'ai retrouvé uniquement la composante Z. Donc dans le système de coordonnées cylindriques base locale, mon champ E a qu'une seule composante, la composante en Z. Je vais écrire le vecteur de déplacement élémentaire dans le système de coordonnées cylindriques base locale. En effet, le déplacement, donc je vais considérer, pour le calcul de potentiel, je vais considérer cet espace de Z positif. En effet, le potentiel, c'est un scalaire. Donc je peux considérer n'importe quel point de l'espace et je sais que le signe de ce potentiel va dépendre uniquement du signe de la charge de ce disque. Donc vu que ce disque est chargé positivement, le potentiel que je dois retrouver dans tous les points de l'espace va être positif. Donc peu importe, je vais prendre cet demi-espace de Z positif. Pour Z positif, je vais prendre cette expression du champ et je sais que le potentiel, c'est, imaginons que je place en point M une charge DC, une positive, donc le potentiel lié à la travail que cette force électrostatique exerce pour ramener cette charge de point M vers l'infini, si je cherche à calculer le potentiel absolu. Donc le sens et la direction de DOM coïncident avec le sens et la direction de Z. Alors, si je prenais cet espace de Z négatif, donc le point M', le champ E aura ce sens et la direction, mais dans ce cas, il faut que je considère le déplacement élémentaire dans le sens opposé à EZ. Parce que toujours, donc imaginons que je place une charge d'essai en ce point M', et pour calculer le potentiel, il faut que je calcule le travail pour ramener cette charge d'essai
de cette position vers l'infini. Donc, j'aurai le déplacement DOM négatif contre EZ. Mais pour ne pas compliquer la vie, c'est toujours préférentiel, c'est toujours préférable à prendre Z positif. Comme ça, on ne pose pas les questions concernant tous les moins qui apparaissent. Donc, on ne risque pas de perdre le signe. Donc, DOM, dans ce cas, dans le système de coordonnées cylindrique base locale, donc ça sera DR, R dθ, dz. Donc, on calcule le produit scalaire, donc 0 plus 0 plus EZ dz, et le potentiel produit par ce champ chargé uniformément et infini, ça sera moins EZ dz. Et ça sera, donc EZ, c'est sigma divisé par 2 epsilon. Donc sigma divisé par 2 epsilon dz. Donc le potentiel, ça sera moins sigma de epsilon 0, l'intégrale dz. Donc je garde cette intégrale indéfinie et ça sera moins sigma divisé par 2 epsilon 0, z plus certaines constantes. Donc le potentiel est toujours défini à une constante près. Donc ici, on va analyser l'expression de ce potentiel en tenant compte que nous avons un plan infini. Donc on ne peut pas poser que quand z tend vers l'infini, le potentiel égale à 0 parce qu'il y a les charges à l'infini. Donc, c'est pour ça que nous pouvons laisser le potentiel sous cette expression-là. D'accord? Donc, ça paraît que le potentiel est négatif, mais en réalité, ce n'est pas ça parce que nous avons une constante. Et la constante, ça sera définie par un certain point où on va connaître le potentiel. Et par exemple, comme un exemple, nous pouvons dire que sur un plan, donc nous avons un potentiel qui est égal à certaines constantes, et quand z égale à 0, nous avons le potentiel, donc cette constante qui va dominer, donc le potentiel sera positif. Et pour tous les points de l'espace, c'est plutôt cette constante qui va dominer cette valeur négative. Donc le potentiel va rester positif malgré ce signe moins. Donc encore une fois, si je pose que par exemple sur cette surface-là, le potentiel est constant et égal à un certain constante K, supérieur à moins sigma divisé par 2 epsilon, cette valeur-là, donc je peux dire que pour jusqu'à certains moments, ce potentiel va dominer, et cette constante va dominer ce premier terme. Et le potentiel va rester positif, comme prévu par la physique. Et nous pouvons présenter ce potentiel. Donc, ce potentiel a une forme linéaire. Donc, je ne connais pas la constante. Je vais présenter le potentiel juste arbitrairement, sans tenir compte de cette constante. Donc, ça sera symétrique. Oui, c'est symétrique. Par rapport, voilà, à z égale à 0. Donc, le potentiel va être positif, vu que la charge est positive.